Ibrahim Traoré vient de prendre une décision décisive. 3000 commandos du Burkina Faso ont été déployés à la frontière de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une simple démonstration de force. Il s'agit d'une réponse directe à un complot visant à l'assassiner. Le Burkina Faso ferme ses portes et met en place un mur de défense marquant la fin d'une époque de diplomatie passive. Mais pourquoi ce geste extrême? Pourquoi la Côte d'Ivoire, un voisin africain, est-elle devenue une cible d'une telle fermeté? Ce n'est plus qu'une question de politique locale. C'est une déclaration qui résonne à travers l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de la région? Ibrahim Traoré a toujours été un leader pragmatique, mais cette fois, il dépasse les attentes. Le déploiement de 3000 commandos burkinabés à la frontière avec la Côte d'Ivoire n'est pas un simple geste militaire. C'est un message fort aux puissances étrangères qui ont longtemps manipulé la région. Ce n'est pas seulement la survie du président qui est en jeu, mais l'avenir de toute une nation. Le Burkina Faso, après avoir libéré ses terres du joug de la dépendance, est maintenant confronté à un choix décisif. Rester fidèle à ses principes de souveraineté ou se plier aux intérêts étrangers. Traoré sait que cet acte pourrait déclencher une réaction en chaîne, non seulement au niveau régional, mais aussi sur la scène mondiale. Les enjeux sont élevés. La stabilité de l'Afrique de l'Ouest, les relations avec ses voisins et la détermination à protéger un peuple fatigué des manipulations extérieures. Mais ce choix pourrait aussi ouvrir la voie à des tensions plus grandes, voire à un conflit direct. L'issue reste incertaine, mais une chose est claire, le capitaine Traoré a franchi un point de non-retour. Le 7 janvier, une tentative de coup d'État sophistiqué a été déjouée au Burkina Faso, visant spécifiquement le président Ibrahim Traoré. Les autorités ont révélé que le complot était bien plus complexe que prévu. L'objectif était d'éliminer Traoré en le tuant dans son sommeil à l'aide de mines explosives ou par une exécution à bout portant. Les conspirateurs avaient didacti même tracé un plan détaillé, visant à décapiter l'ensemble du leadership du pays en une seule nuit de chaos orchestré. Mais ce n'était pas tout. L'argent derrière ce complot ne provenait pas de sources internes. 70 millions de francs CFA, soit environ 125 000 dollars, ont été transférés depuis la Côte d'Ivoire pour financer l'attaque. Cette somme n'était pas une simple transaction isolée. Elle a été acheminée par des canaux bien établis, en grande partie grâce à des soutiens extérieurs, dont certains sont encore dans l'ombre. Le lieutenant-colonel Paul Henriogo Demiba, un exilé récemment renversé par Traoré, est l'une des figures clés derrière cette tentative. Utilisant sa position d'exilé, Demiba est devenu un instrument entre les puissances étrangères et les traîtres internes prêts à vendre la stabilité de leur pays pour un retour au pouvoir. Traoré, conscient des enjeux, a réagi rapidement, voyant la menace non seulement comme un acte personnel, mais comme un signal de ce qui se joue à plus grande échelle. La Côte d'Ivoire, autrefois un voisin de confiance, est devenue un point focal de l'attention. Traoré savait que, derrière cet attentat, se cachait un réseau de manipulation plus large et la réponse du Burkina Faso ne pourrait être que drastique. C'est ainsi que le pays se prépare à faire face à une nouvelle forme de guerre où les armes ne sont plus seulement physiques mais aussi financières et diplomatiques. Ibrahim Traoré, un leader militaire devenu président, est au cœur de ce bouleversement. Bien qu'il ait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, il s'est rapidement imposé comme une figure de stabilité pour le Burkina Faso après des années de régime corrompu et de dépendance à l'égard des puissances étrangères. Mais son ascension ne s'est pas faite sans heurts. Ses décisions, parfois controversées, ont mis en lumière un caractère ferme et résolu. Traoré n'est pas seulement un soldat, c'est un stratège, un visionnaire déterminé à redonner au Burkina Faso sa souveraineté. C'est dans ce contexte qu'il a pris la décision de répondre à l'agression
par un déploiement massif de troupes. Les premiers impacts de cette décision ont été immédiats. À l'intérieur du pays, la population a réagi avec une grande unité. Nombreux sont ceux qui voient en Traoré un défenseur de la liberté, un homme prêt à se dresser contre les puissances néocoloniales. Mais cette réaction de soutien n'est pas partagée par tous. En Côte d'Ivoire, la situation est plus complexe. Bien que le gouvernement n'ait pas officiellement soutenu les comploteurs, la situation met à jour des tensions sous-jacentes qui existent depuis des années entre les deux pays. Les liens historiques, les accords commerciaux et les conflits de pouvoir sont désormais remis en question. Traoré est conscient que la situation pourrait dégénérer rapidement. Sa décision de renforcer la frontière n'est pas seulement un acte de défense, mais aussi un appel à l'unité africaine. Cependant, chaque mouvement qu'il fait est observé avec attention par les puissances extérieures, qui surveillent de près l'évolution de cette crise. Son leadership est désormais une question de vie ou de mort pour le Burkina Faso, et potentiellement pour l'ensemble de la région. Le complot visant à assassiner Ibrahim Traoré a débuté bien avant le 7 janvier, mais cette date est celle où le plan a commencé à se déployer. C'est à ce moment-là que les autorités burkinabées ont découvert l'ampleur de la menace. Le complot n'était pas simplement une attaque isolée, mais une tentative de renverser l'ensemble du gouvernement burkinabé avec l'assassinat du président comme point de départ. En remontant le fil des événements, il est apparu que ce projet avait été soigneusement orchestré sur plusieurs mois. Mais d'où venait cet argent et pourquoi la Côte d'Ivoire avait-elle joué un rôle crucial dans le financement de l'attaque? Tout commence avec des transferts financiers complexes traçant des liens entre des groupes extrémistes, des exilés mécontents et des acteurs étrangers. Un montant de 70 millions de francs CFA a été transféré de la Côte d'Ivoire vers un groupe d'individus haut placés, incluant l'ex-président renversé Paul Henriogo Demiba. C'est grâce à ces fonds que des mercenaires ont été recrutés, des armes ont été achetées et des opérations secrètes ont été mises en place. Ces transactions financières ont été suivies de près par les autorités burkinabées qui ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une menace intérieure, mais d'un complot soutenu par des intérêts étrangers, notamment de puissances coloniales néocoloniales. Le 7 janvier, les forces de sécurité burkinabées ont mis au jour les premiers indices du complot. Ils ont intercepté des communications entre les conspirateurs et, après avoir effectué des perquisitions, ont retrouvé des preuves de la planification d'une attaque imminente contre Traoré. À ce moment-là, les autorités ont décidé d'agir rapidement pour neutraliser la menace. Traoré, en tant que leader, a immédiatement pris des mesures pour protéger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de son peuple. Il a ordonné la mise en place d'un dispositif militaire de grande envergure à la frontière ivoirienne, déployant 3000 commandos pour assurer la sécurité du pays et envoyer un message fort à ceux qui soutenaient le Kouante Kesaya, le complot. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des tensions croissantes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les discussions diplomatiques ont échoué et les tensions ont dégénéré en une véritable crise. Les autorités burkinabées ont mis en place un blocus à la frontière interceptant non seulement les armes et les mercenaires, mais aussi les fonds qui circulaient à travers la région. La situation est devenue encore plus tendue lorsque des vidéos ont émergé, montrant l'implication de personnalités ivoiriennes dans le financement du complot. Les preuves accumulées ont permis de dévoiler l'ampleur de l'implication étrangère, ce qui a poussé Traoré à prendre des mesures plus drastiques, fermant définitivement la frontière et mettant en place un contrôle militaire strict. À l'intérieur du pays, la réaction populaire a été unanime. Une majorité de la population a soutenu Traoré et son choix de riposter ainsi, se ralliant à l'idée que cette crise ne concernait pas seulement un président,
mais l'intégrité de la nation tout entière. En revanche, à l'international, la situation a rapidement attiré l'attention des puissances mondiales qui ont observé de près les développements en Afrique de l'Ouest, se demandant comment cette crise pourrait affecter la stabilité régionale et les relations internationales. Les autorités du Burkina Faso ont rapidement compris que le complot visant Ibrahim Traoré n'était pas une simple tentative isolée. Les informations recueillies ont révélé que l'ampleur du plan était bien plus vaste, soutenue par des financements extérieurs et des réseaux bien organisés. Le 7 janvier, les services de renseignement ont intercepté des informations clés, notamment des transferts financiers importants entre la Côte d'Ivoire et les conspirateurs. Un montant de 70 millions de francs CFA, soit environ 125 000 dollars, a été transféré à plusieurs intermédiaires, avec l'intention d'acheter des armes et financer des mercenaires. En analysant les transactions, les autorités ont découvert que cette somme avait été divisée en plusieurs versements. Le premier transfert de 25 millions de francs CFA a été effectué au mois de novembre, juste avant la mise en place des premiers plans d'attaque. D'autres paiements ont suivi, totalisant près de 45 millions de francs CFA, avec des fonds destinés à acheter des explosifs et à rémunérer des mercenaires en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ce financement a permis de coordonner des activités clandestines, y compris l'achat de matériel militaire et la préparation de caches d'armement le long de la frontière. Les autorités ont également découvert que l'argent en question n'était pas passé par les canaux bancaires officiels, mais via des transactions privées, souvent camouflées sous forme de paiement pour des marchandises ou des services fictifs. Cela a permis aux conspirateurs de maintenir une discrétion totale, empêchant les services de renseignement de détecter le plan plus tôt. Les autorités ont suivi la trace de ces paiements jusqu'à la Côte d'Ivoire, où des liens ont été établis entre certains acteurs politiques et des exilés burkinabés, comme l'ex-président Paul Henriogo Demiba. Il est apparu que ce dernier, vivant en exil depuis son renversement en 2022, avait joué un rôle clé dans la facilitation de ces fonds. Le 7 janvier, lorsque les autorités burkinabées ont déjoué l'attentat, elles ont également récupéré des documents et des communications qui ont mis en lumière l'ampleur de l'implication extérieure dans ce complot. Par exemple, un message crypté retrouvé sur un téléphone portable a révélé que les conspirateurs avaient l'intention d'utiliser l'argent pour acheter des équipements militaires, notamment des fusils de précision, des explosifs et des drones de surveillance. En outre, des vidéos enregistrées ont montré des réunions secrètes entre des mercenaires et des intermédiaires financiers, confirmant ainsi que l'opération avait été soigneusement planifiée sur plusieurs mois. Ces éléments ont fourni des preuves irréfutables de la participation d'acteurs étrangers, notamment de la Côte d'Ivoire, dans la tentative d'assassinat du président. En parallèle, le gouvernement burkinabé a rapidement pris des mesures pour renforcer la sécurité nationale. Le déploiement de 3000 commandos à la frontière ivoirienne a été effectué avec une précision militaire, marquant la première étape d'une série de mesures destinées à contrer toute tentative future de déstabiliser le pays. Ce geste a envoyé un message fort: le Burkina Faso ne se laissera pas manipuler par des puissances extérieures et ne tolérera aucune ingérence dans ses affaires internes. Lorsque l'on examine la situation du Burkina Faso, il est essentiel de prendre en compte deux arguments opposés pour mieux comprendre le contexte complexe dans lequel Ibrahim Traoré évolue. D'un côté, certains observateurs soutiennent que la réponse militaire du Burkina Faso est excessive et qu'une approche diplomatique aurait été plus appropriée. Selon cette vision, la priorité devrait être d'éviter l'escalade des tensions avec les voisins africains, notamment la Côte d'Ivoire. Ces critiques soulignent que des canaux diplomatiques et des négociations
pourrait résoudre ce conflit sans recourir à la force. Ils suggèrent également que les relations entre les nations africaines devraient être fondées sur la coopération et la solidarité plutôt que sur des confrontations militaires. D'un autre côté, l'argument en faveur de la stratégie de Traoré repose sur une lecture différente de la situation. Le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays de la région, a subi des siècles d'interventions étrangères, souvent déguisées sous des accords diplomatiques. Dans ce contexte, l'argument en faveur de l'action militaire se fonde sur la nécessité de défendre l'intégrité du pays contre des forces extérieures, qui ne cherchent qu'à exploiter ses ressources et affaiblir sa souveraineté. Traoré, en tant que leader, a pris conscience des enjeux plus larges. Un affrontement militaire direct avec des puissances étrangères pourrait affaiblir son pays à long terme. Mais en agissant ainsi, il cherche à envoyer un message fort. Le Burkina Faso ne sera plus un terrain de jeu pour des intérêts étrangers, surtout ceux qui cherchent à fomenter des complots contre son gouvernement légitime. En outre, la décision de déployer les troupes à la frontière ivoirienne est aussi une mesure préventive contre les ingérences continues dans les affaires intérieures du pays. Le Burkina Faso est un pays stratégique, avec des ressources naturelles précieuses et une position géopolitique importante. Les puissances extérieures, notamment celles qui ont des intérêts dans la région du Sahel, ont souvent utilisé des régimes locaux pour mener à bien leurs agendas. Traoré, en prenant cette décision, envoie donc un signal clair aux acteurs extérieurs. Toute tentative de déstabilisation sera rejetée et combattue. Les deux arguments, bien que valables, ne prennent pas en compte la réalité géopolitique complexe du Sahel. Traoré, en réponse à des complots financiers et militaires, a agi non seulement en tant que défenseur de sa nation, mais aussi en tant que porte-parole de toute une région qui se bat contre la manipulation externe. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest, marquée par des coups d'État, des ingérences étrangères et des conflits internes, montre que les dirigeants doivent parfois choisir des actions radicales pour préserver la paix et la souveraineté à long terme. La situation a pris un tournant décisif lorsque la réponse de Traoré a atteint son apogée. Le déploiement de 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas seulement une action militaire, mais une déclaration de principe. Une réponse à l'attaque contre son gouvernement, mais aussi à des décennies de manipulation géopolitique. Cette opération a révélé l'étendue de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Burkina Faso et la portée des tentatives de Sekhi Bissau de déstabilisation. Mais plus important encore, elle a mis en lumière la détermination du président Traoré à défendre non seulement son pays, mais aussi l'intégrité de toute la région. Les actions de Traoré ont également révélé une vérité plus profonde. Les frontières ne sont pas seulement physiques, mais symboliques. Cette ligne de démarcation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne représente pas seulement deux pays, mais deux visions opposées pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, il y a les anciennes puissances coloniales qui cherchent à maintenir une influence, et de l'autre, il y a un Burkina Faso qui veut se libérer de cette emprise. Le déploiement des commandos est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse de se laisser manipuler par des forces extérieures. La décision de déployer 3000 commandos à la frontière de la Côte d'Ivoire par Ibrahim Traoré a eu des conséquences immédiates, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Cette action a exacerbé les tensions déjà présentes entre les nations voisines, en particulier avec la Côte d'Ivoire, mais aussi avec des puissances extérieures qui ont des intérêts stratégiques dans cette région. La mise en place du blocus et le contrôle renforcé des frontières ont immédiatement perturbé les échanges commerciaux entre les deux pays, affectant particulièrement les zones frontalières qui dépendaient des échanges transfrontaliers pour leur subsistance. Les agriculteurs,
Commerçants et citoyens vivant le long de la frontière ont été les premiers à ressentir l'impact de ces mesures. Les frontières, qui étaient auparavant des zones de libre circulation, sont désormais devenues des points de tension, où chaque véhicule est scruté, chaque cargaison inspectée. Cette fermeture a affecté non seulement les relations économiques, mais a aussi mis à l'épreuve les relations humaines entre les communautés ivoiriennes et burkinabées, qui pendant des années ont coexisté pacifiquement. Cependant, les répercussions vont bien au-delà de l'économie locale. Sur le plan diplomatique, l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale a mis le pays dans une position vulnérable. L'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et d'autres entités régionales ont exprimé leurs inquiétudes face à l'escalade des tensions. La communauté internationale a commencé à se diviser sur la question. Certains soutiennent le droit du Burkina Faso à se défendre et à protéger sa souveraineté, tandis que d'autres dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une escalade inutile du conflit. Les acteurs extérieurs, notamment ceux qui ont des relations complexes avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, surveillent de près l'évolution de la situation. Si les tensions s'aggravent, il y a un risque de voir d'autres pays de la région se joindre à cette confrontation, augmentant ainsi la portée du conflit. Le plus grand défi pour Ibrahim Traoré est d'équilibrer cette confrontation avec les intérêts de son propre peuple. Si les décisions militaires semblent avoir consolidé son pouvoir à l'intérieur du pays, elles ont également attiré l'attention sur les implications potentielles pour la stabilité régionale. Le Burkina Faso se retrouve dans une position où il doit choisir entre résister aux pressions externes et préserver la paix au sein de ses frontières, ou bien céder à la diplomatie et risquer de compromettre sa souveraineté à long terme. Au niveau humain, les familles affectées par la fermeture des frontières ressentent non seulement des impacts économiques, mais aussi un sentiment de division qui pourrait perdurer longtemps après la fin du conflit. Les générations futures pourraient vivre dans un environnement où les cicatrices de ce conflit sont profondément ancrées dans la mémoire collective, où la solidarité régionale pourrait être irrémédiablement altérée. Les conséquences géopolitiques de cette crise pourraient donc être bien plus durables que la simple gestion des frontières. Elle pourrait redéfinir les relations au sein de l'Afrique de l'Ouest et réorienter les alliances géopolitiques de la région pour les années à venir. En effet, l'action de Traoré pourrait être perçue comme un catalyseur pour une reconfiguration complète des rapports de force en Afrique de l'Ouest, où chaque nation devra repenser sa place dans un monde de plus en plus multipolaire. La situation actuelle au Burkina Faso, marquée par le déploiement de 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire, pourrait évoluer de trois manières distinctes dans les 6 à 12 prochains mois. Chaque scénario offre une perspective différente sur l'avenir de la région et la stabilité du pays. Scénario 1: le retour à la diplomatie et la réconciliation régionale. Dans ce scénario, après une période de tension accrue, les deux pays parviennent à un compromis diplomatique. Le Burkina Faso, avec la pression de la communauté internationale, pourrait accepter un dialogue formel avec la Côte d'Ivoire, rétablissant les relations commerciales et politiques. Les frontières seraient d'être ouvertes progressivement, mais sous un contrôle renforcé pour empêcher toute ingérence extérieure future. Ce scénario verrait également l'Afrique de l'Ouest, dans son ensemble, se réorganiser autour de la solidarité régionale, avec une pression croissante pour que les pays prennent des mesures contre les interventions extérieures. Traoré, tout en maintenant sa ligne de défense, serait perçu comme un leader qui a réussi à protéger la souveraineté du Burkina Faso tout en évitant un conflit de grande ampleur. Scénario 2: l'escalade du conflit et une confrontation prolongée.
Ce scénario envisage une prolongation des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En dépit des tentatives de diplomatie, les relations se détériorent d'ailleurs davantage, avec des affrontements militaires sporadiques à la frontière. Le soutien des puissances extérieures à l'un ou l'autre camp pourrait entraîner une escalade, transformant un conflit régional en une confrontation plus large impliquant des acteurs internationaux. La situation deviendrait de plus en plus instable, affectant non seulement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais aussi d'autres pays voisins comme le Mali et le Niger qui pourraient être entraînés dans ce vortex géopolitique. Dans ce cas, Ibrahim Traoré serait contraint d'adopter une position plus radicale, consolidant son pouvoir, mais isolant son pays sur la scène internationale. Scénario 3. L'effondrement du pouvoir de Traoré et un changement de régime. Dans un troisième scénario, les tensions internes au Burkina Faso pourraient fragiliser le leadership de Traoré. Si la guerre continue d'affecter l'économie du pays, avec des pénuries alimentaires et une crise économique croissante, une partie de la population pourrait se détourner de lui. La pression populaire, couplée à des factions au sein de l'armée et des élites politiques, pourrait conduire à une remise en question de son autorité. Un changement de régime pourrait survenir, soit par un autre coup d'État, soit par une pression internationale qui forcerait Traoré à céder le pouvoir. Dans ce cas, le Burkina Faso entrerait dans une période d'incertitude politique avec des conséquences potentielles pour la stabilité de l'ensemble de la région du Sahel. Chacun de ces scénarios offre une vision radicalement différente de l'avenir du Burkina Faso et de la région. Le pays, bien qu'il ait pris une position ferme en matière de souveraineté, se trouve à un carrefour, où chaque décision prise dans les mois à venir pourrait redéfinir non seulement son destin, mais aussi celui de l'Afrique de l'Ouest. La situation actuelle au Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique nationale ou de tension entre deux pays voisins. C'est une question de souveraineté africaine, d'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et de l'avenir de l'ensemble de la région du Sahel. Le choix de Traoré de prendre des mesures drastiques pour défendre son pays envoie un message clair. L'Afrique doit se tenir unie face aux ingérences extérieures. Cependant, la question se pose maintenant. Qu'allons-nous faire face à cette crise? Il est temps que les autres nations africaines ainsi que les citoyens du monde entier prennent position. L'unité africaine n'est pas un concept abstrait, mais une nécessité urgente. Si nous laissons les puissances étrangères dicter nos choix politiques et économiques, nous compromettons l'avenir de nos enfants. C'est à nous de décider si nous voulons un continent libre ou si nous restons pris dans un cycle de dépendance et de manipulation. Pour cela, il ne suffit pas de rester spectateur. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque nation doit se joindre à cet effort. Nous devons soutenir les dirigeants africains qui cherchent à protéger leur souveraineté, à garantir la paix et à préserver les ressources de notre continent. Mais cela passe aussi par la responsabilisation de la communauté internationale. Nous devons exiger la fin des interventions extérieures dans les affaires africaines et œuvrer ensemble pour un monde plus juste et plus équilibré. C'est le moment de montrer que l'Afrique n'est pas un terrain de jeu pour des puissances étrangères. C'est le moment de faire entendre la voix des peuples africains. Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré à sa tête, nous montre la voie. À nous maintenant de soutenir ce combat pour l'indépendance et la dignité de l'Afrique. Pour sortir de cette crise et assurer un avenir stable et prospère, le Burkina Faso doit adopter une stratégie en plusieurs étapes fondée sur la diplomatie, la consolidation interne et la coopération régionale. Voici un plan en 3 volets qui pourrait permettre au pays de se remettre de cette période difficile tout en garantissant sa souveraineté et sa sécurité à long terme. 1.
Renforcement de la sécurité intérieure. La priorité immédiate du Burkina Faso devrait être de maintenir un environnement sécurisé à l'intérieur de ses frontières. Le déploiement de 3000 commandos est un premier pas, mais il doit être suivi par une réforme complète des forces de sécurité nationales. Il est essentiel de renforcer les capacités de renseignement, de lutter contre les réseaux terroristes et de garantir la stabilité dans les zones les plus vulnérables. Le soutien des partenaires africains, notamment du Mali et du Niger, pourrait être précieux dans cette lutte contre l'insécurité. La formation et l'équipement des forces de sécurité devraient être une priorité. 2. Diplomatie et rétablissement des relations régionales. Une fois la situation sécuritaire stabilisée, le Burkina Faso devra s'engager dans des pourparlers diplomatiques avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays voisins. Bien que le blocus ait été une réponse nécessaire aux tentatives de déstabilisation, une normalisation des relations régionales serait bénéfique. Traoré pourrait initier un dialogue avec les autres nations de la CEDEAO pour discuter des menaces communes, notamment le terrorisme et les ingérences extérieures. La solidarité régionale serait un atout majeur pour garantir que de tels complots ne se reproduisent pas. 3. Renforcement de la coopération économique et des infrastructures régionales. À long terme, le Burkina Faso doit chercher à se renforcer économiquement. Le pays doit diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance à des puissances extérieures. Le développement des infrastructures, l'amélioration des routes, des transports et des réseaux de communication interafricains doivent devenir une priorité. En collaborant avec d'autres nations de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso pourrait participer à la création d'un marché régional plus intégré, moins vulnérable aux fluctuations extérieures. L'avenir du Burkina Faso repose sur sa capacité à maintenir sa souveraineté tout en forgeant des alliances solides avec ses voisins africains. Traoré et son gouvernement ont la possibilité de transformer cette crise en une opportunité de refondation nationale, en construisant un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus indépendant. L'histoire du Burkina Faso et celle de son président Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple saga politique. C'est l'histoire d'une nation qui se bat pour sa dignité, pour son indépendance et pour un avenir libéré des chaînes de la manipulation extérieure. Le peuple burkinabé, fort de son passé de résistance, a toujours été prêt à se sacrifier pour la liberté. Ce n'est pas un combat contre un président, mais contre l'injustice qui ronge les fondements de la souveraineté africaine. Lorsque Traoré a décidé de se dresser contre les complots qui menaçaient son pays, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sa survie personnelle, mais de celle de tout un peuple. Il a choisi de défendre le Burkina Faso, mais aussi de défendre l'âme de l'Afrique, un continent qui a trop longtemps été pris dans le jeu des puissances étrangères. La fermeture des frontières n'est pas simplement un acte de guerre, c'est un acte de dignité, un acte de résistance contre ceux qui voudraient plier l'Afrique sous leur joug. Le Burkina Faso, aujourd'hui, n'est plus seulement un petit pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est le symbole de tous ceux qui refusent en fait de se soumettre, de tous ceux qui choisissent de se lever ensemble pour l'avenir de leurs enfants. L'histoire du Burkina Faso est une leçon d'espoir et de courage, un appel à l'unité, non seulement pour ses citoyens, mais pour tous les peuples d'Afrique. Le Burkina Faso a fait un choix audacieux en se levant contre les forces extérieures qui tentent de manipuler son destin. Ce n'est pas seulement une histoire de politique, mais un appel à chaque citoyen, chaque Africain, de prendre sa place dans l'histoire de la souveraineté. Le combat de Traoré est celui de l'intégrité, de la dignité et du respect des nations africaines. Mais ce combat ne peut pas être gagné seul. Il est essentiel que chaque voix, chaque acte de solidarité, chaque geste de soutien compte.
Le Burkina Faso a besoin de l'unité de l'Afrique pour aller de l'avant. Ensemble, nous pouvons forger un avenir où la manipulation étrangère ne fait plus partie de notre réalité. Cette crise, bien qu'éprouvante, peut devenir une opportunité pour l'Afrique de montrer au monde qu'elle est prête à défendre sa souveraineté et son indépendance. Rejoignez ce mouvement pour une Afrique unie. Soutenez la liberté, soutenez la dignité, soutenez le Burkina Faso. L'Afrique est unie dans sa diversité et ensemble, nous sommes plus forts.